prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 28e numéro de Jus de Ciné qui sera consacré à la deuxième moitié du mois de septembre 2021. Juste en compagnie de Marie, une fois encore pour ce numéro. Bonsoir Marie. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Très bien. Toujours cette fois, parfait. Merci encore une fois d'honorer mon invitation. C'est toujours avec plaisir. Parfait. Ce soir ça va être un peu plus costaud, mais... Il y a un gros programme, effectivement. Le sommaire des sorties de 2021 en salle avec Boîte Noire, ou encore La Troisième Guerre. Des films d'avant 2021 avec In the Mood for Love ou encore Akira. Et pour la dernière partie de cette émission, toute une partie sur Dune. On va principalement parler de la mini-série de John Harrison et du film tout récent de Denis Villeneuve. Voilà donc pour ce programme assez chargé ma foi. Et on commence tout de suite avec les sorties de 2021. Et les sorties de 2021 en salle, on va commencer avec Boîte Noire, réalisée par Yann Gozlan, avec notamment Pierre Ninet. L'excellent Pierre Ninet. L'excellent Pierre Ninet, et pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, tu disais qu'il était nul, comme quoi. Est-ce que toi tu résumes le film dans ce que tu as prévu là? Parce que je vois que tu as plein de papiers, etc. Oui. Dans ce cas, est-ce que tu veux commencer? Du coup, on l'a vu ensemble. Est-ce que tu veux commencer dessus ou pas? Juste à faire l'introduction sur... Tu peux faire toute version de coup, il n'y a pas de problème, comme tu veux. Ou je commence, c'est comme tu veux. Non, vas-y, je te laisse faire. Ok, très bien. Bon, du coup, moi, je vais juste donner mon avis, comme ça, après, je te laisserai introduire un peu ce que ça raconte, etc. Du coup, donc, Boîte Noire, qui est un thriller français, thriller dramatique, est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé assez bon, porté par de véritables fulgurances. J'ai quand même malgré tout trouvé que le casting était un peu inégal et que le scénario était parfois un peu maladroit. Il y a certaines situations qui se résolvent de façon un petit peu arrangeante, disons, où du coup parfois ça peut nuire un petit peu à la crédibilité de l'ensemble. Et aussi je trouve que le film, et je pense que, il me semble que tu vas en parler, mais je trouve que le film souffre un petit peu de la comparaison avec Le Chant du Loup, notamment sur son travail du son, que j'avais trouvé plus impressionnant dans Le Chant du Loup. Donc en fait le film a un bon travail sur le son, mais disons que il marque moins, puisque Le Chant du Loup est déjà passé par là, et Le Chant du Loup c'était encore plus impressionnant. Le son du film reste bon, et je ne serais même pas surpris qu'il soit nommé pour le meilleur scénario du son. On verra ça en début 2022. Voilà, malgré tout, le film est de bonne facture et tout à fait recommandable. Donc s'il est encore en salle près de chez vous, je vous le recommande. C'est un bon film. C'est pas un excellent film, mais c'est vraiment un bon film français, un bon thriller français. Ça fait du bien. Voilà. Oui, parce qu'il se regarde bien du début à la fin. Tout à fait. T'as pas vraiment de temps mort, donc... Du coup, je te laisse, vas-y, développer un peu tout ça. Ouais, alors après, c'est vrai que certains trouvent... je vais commencer tout de suite par le côté, j'allais dire, négatif qu'ont pu trouver certains spectateurs, à savoir qu'ils ont trouvé que ce film était propre. C'est à la fois un compliment et... c'est-à-dire que, bon, en fait, il est propre dans le sens... C'est donc bien réalisé, bien joué, bonne intrigue, bonne action. Enfin, donc, mais le problème, c'est que du coup, il en oublie un petit peu à mettre de l'affect dedans. Et c'est drôle même parce que c'est vrai qu'entre le personnage principal et sa femme, en fait, ils sont où ils vont devenir, collègues. En fait, parce qu'ils travaillent tous les deux dans le domaine de l'aéronautique. Mais en fait, c'est vrai que tu vois très peu toute leur relation sentimentale. En fait, on est plus dans la relation collègue que vraiment professionnel, quoi. Professionnel, oui, voilà, plus qu'intime et plus que sentimental, quoi. Donc, voilà. Sinon, moi, personnellement, j'ai trouvé ça particulièrement bien agencé. Donc, l'histoire, le pitch, en fait... Résumé assez succinctement, c'est il y a un avion qui vient de s'écraser, un Paris-Dubaï d'ailleurs si je ne m'abuse, il me semble. Donc cet avion a fait des centaines de morts, et comme dans tout crash d'avion, donc il y a l'analyse de la boîte noire, qui ceci dit en passant est rouge. Oui.
mais bon. Effectivement. Mais on appelle ça la boîte noire. Et donc là, pour le coup, elle est analysée pour savoir ce qui s'est passé exactement pendant le vol qui a fait que ça a conduit donc à un crash. Et donc le personnage principal, c'est Mathieu, il est agent au BEA. C'est le bureau des études de l'aviation, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, bref. C'est ça, oui. Et donc il va enquêter sur ce qui s'est déroulé lors du vol. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu déshumanisé, c'est froid, et puis petit à petit, on rentre dans le film, on fait un peu plus connaissance avec le personnage qui a cette particularité, donc effectivement comme dans Le Chant du Loup, c'est-à-dire que en fait il a une ouïe incroyable, il est analyste donc en acoustique, et ce qui lui permet donc d'entendre des choses, des bruits, des résonances et de comprendre des situations que le commun des mortels ne saurait saisir. Et lui d'entrée, il y a plein de petites choses qui l'intriguent dans les derniers instants donc, de cet avion au niveau du personnel de bord. Et donc là va s'en suivre toute une série d'enquêtes qui sont, comme tu disais, c'est vrai que c'est un thriller qui est un peu à la lisière de l'horrifique, parce que c'est vrai qu'on commence à sentir un petit peu qu'il y a des trucs bizarres et qui, en plus après, il y a tout ce qui se met en place aussi au niveau des intérêts commerciaux, parce qu'on ne veut pas non plus que tout se sache, on veut pas, en gros, on voudrait pas qu'ils trouvent le pourquoi du crash, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même certains trucs qui sont plus dans le domaine de l'argent que dans le domaine de la sécurité par rapport aux passagers. Enfin, il y a tout ce scénario, ce thriller, cette enquête et tout, mais et d'ailleurs le personnage va tellement s'investir là-dedans que en fait il va devenir obsédé par ce crash et il va même jusqu'à en perdre un peu tout contrôle sur sa vie. Donc il devient tellement obsédé, tellement axé sur ça, il veut comprendre, il veut savoir, parce que lui il pressent quelque chose et il veut aller jusqu'au bout. Et enfin voilà, donc sans dévoiler la fin. En même temps, c'est un film qui est donc d'enquête avec de multiples rebondissements qui sont à la fois, et tu as aussi par moments des allures un peu documentaristes, c'est-à-dire que des fois tu as un peu l'impression d'être dans un documentaire qui te dit ce qui s'est passé, le crash, le machin, un peu, toutes ces enquêtes. Et c'est ce que je disais, donc il se questionne sur le rôle de l'humain face donc à une mécanisation de plus en plus sécuritaire et exponentielle. Et donc c'est pour ça qu'on fait connaissance aussi de personnages secondaires qui sont pour le coup des personnages plus dans le côté sécurité et qui plus dans le côté justement commercial et donc par rapport au film. Enfin en tout cas moi je trouve que Pierre Niney est excellent, même si je sais que c'est toujours surprenant quand je parle de Pierre Niney parce que je commence à avoir presque vu toute sa filmographie, alors qu'au départ j'étais totalement hermétique à Pierre Niney, mais je le trouve vraiment excellent. Et pour le coup, en fait, c'est surtout lui dont on se souvient, même si à côté il y a quand même Dussolier, oui. André Dussolier, qui est quand même qui était aussi un personnage important. Et puis l'actrice, c'est Lou Delage. C'est ça. Qui joue la compagne, ouais, c'est ça, la femme donc de Mathieu. Mais bon, voilà. En tout cas, moi je trouve que le film, il perd jamais son rythme. Et il garde toujours sous tension un petit peu son auditoire, et notamment dans un final tout à fait asphyxiant, mais bon, enfin, donc voilà. Je conseille fortement d'aller voir ou de revoir Boîte Noire, parce que franchement c'est vraiment un très très bon film, et c'est vrai que déjà j'avais bien aimé aussi, pourtant je suis pas très fan non plus, mais donc le film précédent ou un de ces films de Ivan Gozlan qui était donc Burnout, Yann Gozlan, pardon, Burnout, donc avec François Civil, qui était déjà aussi un thriller aussi, et qui avait déjà aussi cette montée en intensité, et bon voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Bah oui, non mais j'allais aborder vite fait Burnout parce qu'effectivement j'en profite, parce qu'effectivement c'était le précédent film de Yann Gozlan, et que pour le coup, si vraiment je devais recommander un des deux, ce serait plus Burnout,
qui pour le coup a moins ce côté propre dont tu parlais, c'est vrai. qui est encore plus impressionnant dans sa mise en scène, je trouve, notamment, je me rappelle toujours d'un plan séquence au milieu du film qui est juste totalement fou, et surtout je trouve que le final de Burnout est bien plus réussi, bien plus radical, je dirais, que celui dans Boîte Noire qui est un peu plus classique, je trouve. Mais bon, ça n'empêche pas que ça reste un bon film, mais bon, à choisir, voilà, matez les deux, mais surtout Burnout. Voilà. Comme ça, moi, qui pareil est un excellent thriller français. Comme quoi, ça existe, n'est-ce pas? Voilà pour Boîte Noire. Toujours dans les sorties de 2021 en salle, je continue tout seul pour vous parler de La Troisième Guerre, réalisée par Giovanni Aloy, A-L-O-I, Aloy, je sais pas du tout comment on dit. Un premier film français avec notamment Anthony Bajon, Karim Leclou et Leila Bekti, qui raconte l'histoire. Donc on suit en gros des militaires issus de la mission Sentinelle, et donc on suit principalement Léo, interprété donc par Anthony Bajon, qui vient de terminer ses classes et qui donc c'est sa première affectation donc dans cette mission Sentinelle, dans un contexte post-13 novembre. On sait pas exactement quand ça se passe précisément, mais on sait qu'on est apparemment pas très loin, on est encore en plein plan Vigipirate au moment du film. Donc on suppose que c'est pas longtemps après ce 13 novembre 2015. Déjà, rien que le titre déjà est assez évocateur, La Troisième Guerre, bien sûr pour parler de la Troisième Guerre mondiale, qui effectivement avait été... ça a un peu commencé à émerger par-ci par-là au vu de nombreuses crises politiques ou des choses comme ça. Donc le titre n'est pas anodin et veut dire déjà quelque chose. Dans tous les cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une excellente surprise. Ce que j'ai trouvé assez fort, c'est que c'est un film du coup qui est anti-spectaculaire, c'est-à-dire que c'est un film qui refuse, en tout cas pour 80% de son contenu, en tout cas à 80% dans les 3 premiers quarts, on va dire, c'est un film qui refuse de proposer des trucs intenses. C'est un film qui n'a pas peur de rien montrer, c'est un film qui n'a pas peur de pas que ça explose, vraiment qui prend son temps avec une ambiance extrêmement lancinante et donc du coup paranoïaque et presque même frustrante. On en vient à être frustré qu'il se passe rien. Et donc et justement les personnages ressentent ça aussi. Parce qu'en fait c'est un film où constamment c'est l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Donc du coup c'est un mélange de paranoïa et de frustration que j'ai trouvé vraiment donc d'une guerre invisible, hein, c'est un petit peu comme ça que c'est vendu. Et j'ai trouvé ça assez brillant sur pas mal d'aspects. Je trouve déjà que les acteurs sont excellents, je trouve que la réalisation est vraiment solide. Pour un premier film c'est vraiment assez impressionnant. C'est vraiment c'est une réalisation qui peut être nerveuse aussi par moments, notamment dans le dernier quart d'heure que je vais vraiment pas spoiler ici. Donc vraiment j'ai trouvé ça assez impressionnant. Enfin j'aime vraiment beaucoup le fait que le film il se passe pour ainsi dire presque rien dans les 3 premiers quarts et que ça se réveille sur la fin et que justement donc on suit ces personnages, notamment par exemple le personnage d'Anthony Bajon, on suit un peu son quotidien, pas toujours facile, et je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage. Les personnages ça cherche pas forcément à être attachant, juste ça essaie de dépeindre une certaine réalité. Donc pareil, j'ai trouvé ça assez brillant. Et et vraiment le dernier quart d'heure j'ai trouvé ultra intense, presque plus intense que le segment central de Bac Nord, alors que pourtant le film justement la Troisième Guerre joue la carte de l'anti-spectaculaire, donc j'ai trouvé ça assez balèze. Donc voilà, après il y a quelques imperfections, je dis pas quand même, ou parfois t'as certains dialogues qui peuvent être un petit peu trop appuyés, parfois t'as 2-3 situations qui sont un petit peu exagérées, et où justement le fait que les personnages soient vraiment pas très attachants pour la grande majorité, du coup forcément parfois t'as un peu de mal à t'impliquer dans l'histoire. Mais, il y a vraiment de très bonnes choses dans ce film. Et franchement, donc c'est un film qui a très peu fait parler de lui. Pour vous dire, j'étais seul dans la salle quand je l'ai vu, ce qui est toujours cool et en même temps un peu triste. Donc bon, j'ai pu me prendre le film en pleine gueule, etc. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors bon, je pense que là il est plus en salle hélas, mais je vous le recommande. Si un jour vous avez l'occasion de le regarder, il dure 1h30 seulement. Voilà, juste attendez-vous à... Donc c'est pas un film de guerre, pas du tout, c'est même l'anti-film de guerre par excellence, j'ai envie de vous dire. Donc vous faites pas attention à l'affiche et au titre. Voilà, dites-vous que c'est un film qui joue sur la paranoïa et la frustration, et je trouve que dans ce contexte-là, le film est vraiment très réussi.
Et encore une fois, pour un premier film, c'est assez impressionnant tout ce que ça propose en termes de mise en scène. Et en termes de montage, en termes de photographie, tout ça, c'est du très lourd. Donc bravo. Et je vous recommande beaucoup La Troisième Guerre. On passe au film d'avant 2021. Je vais encore parler tout seul pour toute cette section. Avec 2 films que j'ai eu la chance de découvrir en salle. J'ai ma voix qui se barre. Donc 2 films qui sont ressortis en salle. Du coup, vu que c'est des films d'avant 2021. Sortis avant 2021, pardon. Tous les 2 dans une version restaurée. Et c'est trop cool parce que du coup, c'est 2 films que j'ai pu découvrir dans une salle de cinéma. Et c'est toujours génial de voir des classiques. De découvrir des classiques dans une salle de cinéma. Une fois où ça m'est arrivé, c'était par exemple pour 2001 l'Odyssée de l'espace, qui a été une des meilleures séances de cinéma de ma vie, si ce n'est la meilleure, donc voilà, c'est toujours très plaisant. Et on commence avec In the Mood for Love, réalisé par Wong Kar-wai, sorti en 2000, tout pile en 2000. Donc un des classiques du cinéma hongkongais, si je dis pas de bêtises, oui, parce que Wong Kar-wai est hongkongais, donc qui raconte l'histoire d'un homme et une femme qui vont se rendre compte que leurs amants respectifs les trompent et qui du coup vont commencer à se lier, entre guillemets. Voilà, je vais rester un peu flou. C'est un film que j'ai trouvé très beau, vraiment très très beau, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Les acteurs sont excellents, les personnages sont attachants, la musique est sublime, vraiment. Alors je la connaissais déjà un petit peu, mais vraiment la musique est sublime, quoi. Ce thème qui revient 4-5 fois, à chaque fois, donc sur des scènes extrêmement stylisées, avec un tir ralenti, et avec vraiment où tout joue sur le regard, tout joue sur la démarche, tout se joue sur les mouvements des corps. Je trouve ça magnifique, il y a des plans qui sont somptueux, vraiment. Et donc voilà, c'est un film qui possède beaucoup de charme, qui passe vraiment, donc le film pas très long, il y aura 1h40 à peu près, et vraiment ça passe en un éclair, on voit rien passer. Je dirais juste que les 2 petits bémols que j'aurais, ça serait pour le montage, que j'ai trouvé parfois un petit peu perfectible. Alors après je sais que c'est un style de montage, mais où genre il y a des espèces de jump cut, c'est-à-dire où c'est le même plan, mais il y a un coup dans l'image pour accélérer, genre quelqu'un qui arrive devant une porte, ou quelqu'un, voilà, ce genre de truc. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange, et bon, là j'ai trouvé que c'était pas forcément ultra pertinent tout le temps. Je dis pas qu'il y a certaines transitions qui sont réussies, mais pas toutes, je dirais, selon moi. Et aussi le final que je reconnais pas avoir totalement compris. Donc du coup voilà, j'étais en mode d'accord, ouais, j'ai trouvé la fin un peu bizarre. Bon, voilà, c'est peut-être moi, peut-être bientôt que j'ai mal compris peut-être. Mais bon, je pense qu'on aurait... Je pense que j'aurais préféré une autre fin. Voilà, disons-le clairement. Mais voilà, sinon à part ça, c'est vraiment pour pinailler, parce qu'encore une fois, c'est un excellent film. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le recommande à fond. C'est un classique du cinéma hongkongais, et c'est à voir absolument. Voilà, In the Mood for Love. Et le deuxième film, donc lui sorti en 1988, que j'ai eu la chance de découvrir en salle encore une fois, c'est Akira, donc réalisé par Katsuhiro Otomo. Donc là, c'est un classique du cinéma d'animation japonais. Classique du cinéma d'animation japonais. Oui, est-ce que c'est le cinéma ? Oui, c'est ça, donc c'est ça. J'avais peur de faire des mauvais accords, donc c'est bien ça. Donc issu d'un manga à la base, et donc là qui est en gros résumé dans un film de 2 heures. Et j'ai trouvé que c'était ce monument, disons-le clairement, est à bien des égards très impressionnant dans ses thématiques, dans son ambiance, dans sa direction artistique, ou encore dans sa noirceur. Le film n'a quasiment pas pris une ride pour toutes ces raisons. Je dirais juste qu'effectivement il est parfois un peu imparfait dans son montage, dans sa narration. C'est-à-dire que c'est un film qui est souvent complexe, où vraiment il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de... Comment dire ça, parfois c'est difficile de poser un contexte sur tout ce qu'on nous montre. Donc voilà, c'est un film où il faut s'accrocher, c'est un film qui est pas facile d'accès pour le coup, parce que bon bah forcément adaptation oblige, il y a certainement eu pas mal de raccourcis par rapport au manga, et d'autant qu'en plus j'ai appris qu'au moment où le film est sorti, le manga était toujours pas fini, donc en fait ils ont dû terminer le film en proposant une fin qui apparemment donc, n'est pas du tout celle du manga, mais celle du manga n'était pas encore écrite, donc ils ont dû inventer une fin. Ce qui est assez fort quand même, et donc c'est pour ça que ça peut être un peu décontenançant. Oui, je suis pas sûr des mots que j'emploie, hein, c'est assez rigolo. Dans tous les cas, il y a des scènes qui sont vraiment époustouflantes, et on ressort donc de ces 2 heures assez chamboulées et perturbées. Moi j'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas
tout aimé, mais il y a vraiment un truc qui m'a attrapé. Et vraiment, je suis sorti du film où j'étais vraiment perturbé, mais dans le bon sens, quoi. J'étais en mode putain, mais il se passe vraiment quelque chose avec ce film, quoi. C'est vraiment un film qui pour le coup est beaucoup moins grand public que ce que je pensais. Parce que pour le coup, on était nombreux dans la salle. Alors ça, c'était une séance unique, en tout cas dans le cinéma où j'étais. Mais il y avait beaucoup de monde. Hein, et je sais que c'est un film qui a quand même un certain public. Mais je reconnais que vu la gueule du film, je m'attendais pas à ce que j'avoue, je suis en mode purée, mais ça c'est très connu, ça c'est vraiment beaucoup aimé, etc. J'étais en mode ok, j'étais surpris, mais voilà, donc c'est clairement pas un film d'animation pour enfants, quand vous soyez bien d'accord, hein, donc je sais que ça surprend, mais non, je vous assure qu'il y a bien des films d'animation qui sont pour les adultes, et surtout pas pour les enfants, ça existe. Et non, enfin vraiment, il y a vraiment des scènes, encore une fois, très impressionnantes, et surtout il y a des thématiques qui sont abordées qui sont d'une telle modernité, alors que le film est sorti il y a plus de 30 ans, donc c'est assez fort, encore une fois, c'est un film qui a certainement, qui a très bien vieilli, qui a encore beaucoup de choses à proposer, et voilà, je vous le recommande, juste partez du principe que vous allez sûrement être perdu, et vous allez peut-être pas tout comprendre. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas tout compris, mais je pense qu'avec le manga, ça peut éclaircir les zones d'ombre. Mais en tout cas, voilà, en tant que film en lui-même, en tant qu'adaptation de 2 heures, c'est vraiment très 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 bien. Et j'ai beaucoup aimé le voir. Et donc voilà, encore une fois, c'est une vive recommandation pour ce Akira. Voilà pour les films d'avant 2021. Ça y est, nous y sommes. On passe à la partie spéciale Dune, qui va être un gros morceau, je pense. Donc on va commencer par parler de la mini-série de John Harrison qui a été diffusée. Alors, oui, pardon, vas-y. Est-ce que je peux me permettre ? Bien sûr. Parce que, donc, Dune, la dernière fois, on en avait parlé, vraiment du film de Lynch. Oui, d'accord ? tout à fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est un petit peu en prémisse. Oui. J'aimerais un petit peu présenter, enfin, mais assez succinctement, parce que sinon, autrement, ça peut durer, mais un petit peu le contexte fictionnel, donc de Dune, et parler, parce que c'est quand même, bon, c'est bien, Dune de Lynch, c'est bien, Dune de Villeneuve, c'est bien, mais il faut quand même parler de celui qui l'a créé, et de l'univers de Dune, donc c'est-à-dire Frank Herbert. Donc, si ça t'ennuie pas qu'on passe comme ça dans ce sens, pas de problème. C'est-à-dire, je fais l'historique de la publication, et puis après on attaque à proprement parler, donc avec Dune. Je t'en prie. Sachant que bon, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu raccourci, même si j'aime pas les raccourcis, mais bon, là le problème c'est que l'œuvre est tellement dense qu'on est obligé de toute manière de quelque part de réduire. Et puis il y a quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est que comment est né Dune ? Sachant que c'est Frank Herbert. Donc Frank Herbert, c'était comment on appelle ça ? Un écrivain américain, donc qui est né en 1920, 8 octobre pour être exact, donc c'était pas loin, et qui est mort en 1986, donc dans le Wisconsin. Donc il était né dans l'État de Washington. Alors au départ, Frank Herbert était journaliste et en même temps écrivain, puisqu'il a écrit d'autres choses. Et puis, en tant que journaliste, il se rend donc dans l'État d'Oregon, à Florence pour être exact, dans l'État d'Oregon, pour écrire un article sur Oregon Dunes, qui en fait est la plus grande étendue de dunes de sable côtière aux États-Unis. Et c'est une zone où le département de l'agriculture des États-Unis donc tente d'utiliser des herbes économes en eau et pour stabiliser les dunes de sable qui avancent dans les terres en raison de vents forts, donc de l'océan Pacifique. Déjà, ça te situe tout de suite à Arrakis. Effectivement, oui. N'est-ce pas ? Donc déjà, c'est... Donc, mais alors, t'imagines que ça, quand il y est allé, c'était en 56. Le livre, il est paru en 65. Donc le cheminement qu'il a fallu, parce que donc en fait il a passé de nombreuses années à faire plein d'études donc sur ces sables, sur ces Oregon dunes, pour étudier comment ça fonctionnait, enfin bon, donc voilà, donc déjà le truc c'est énorme, et donc il commence à publier en 1965 donc un document au départ ça s'appelle Le prophète de Dune.
Et au départ, donc, il y avait dans le roman Dune publié, il y avait la première série devient donc Book 1, Dune, Book 2, Muad'Dib, et le Book 3, Le Prophète, en fait, qui devient plus tard le Messie. Voilà. Et au départ, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça n'avait intéressé personne. Donc il a fallu qu'il trouve un éditeur qui veuille bien publier donc son œuvre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle original de Frank Herbert comporte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Aussi épais les uns que les autres, c'est-à-dire qu'ils font au minimum à peu près 600-800 pages. Donc, non. Enfin, en tout cas, au moins le Messie, non, il fait 300 pages. Non, mais. J'ai revérifié tout à l'heure. Après, pour les autres. Donc, tu as Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune et la maison des mers. Ça, c'est son cycle à lui, à Frank Herbert. Ça s'échelonne, en fait, de 1965 à 1985. Donc, en gros, 20 ans. Ensuite, donc, son œuvre, plus ou moins reprise, on va dire, par son fils, Brian Herbert, et Kevin Anderson. Et là, pour le coup, après, il publie d'autres ouvrages qui sont à l'avant-Dune, le cycle Dune, la Genèse. Et puis, bon, après, il y a eu des livres isolés. Puis après Dune, il y a eu les chasseurs de Dune. Enfin, bon, tout ça pour dire, parce que je ne veux pas vous abreuver non plus, vous mettre trop de trucs dans la tête, mais tout ça pour dire que Dune, la saga de Dune, c'est énorme. C'est, en fait, si tu te mets à les lire, tu peux t'occuper largement 5 ans, 6 ans de ta vie. Et encore en lisant assez vite. Parce que le truc formidable qu'il y a dans Dune, et moi j'en parle avec une passion et non contenue, et parce que, alors, j'ai pratiquement, je crois que, à part un ou deux qui étaient hors un petit peu du cycle, j'ai tout lu. Sachant que les Frank Herbert, je les ai tous lus au moins 3, 4, voire 5 fois. Donc voilà, donc je suis bien imprégnée de la saga de Dune, du monde de Dune, et de tout ce que ça peut impliquer. Donc, tout ça pour dire le profond attachement que je peux avoir à Dune. Et sans spolier, tout ça pour expliquer toute la frustration, ça va être le mot, que j'ai pu ressentir devant le film de Denis Villeneuve. Oui, mais du coup, voilà. Avant de parler de celui de Villeneuve, la mini-série... On va parler de la mini-série, d'accord. Allez, allons-y. Je commence. Vas-y, je vais commencer. Parce que du coup, donc effectivement, avant de voir le film de Villeneuve, surtout moi, j'ai découvert donc cette mini-série qui est sortie au début des années 2000, donc de John Harrison. Avant d'avoir vu Dune, en fait, toi tu as commencé par te dire, oh tiens, il y a Dune qui arrive, de Villeneuve, sachant que tu es un fan de Villeneuve, oui. Tu voulais forcément voir le film, et du coup, tu as eu la bonne démarche, c'est-à-dire que déjà tu as lu Dune. Tu m'as incité à le faire aussi. Bon, oui, mais non, je pense pas que j'aurais tout regardé, mais... Oui, mais enfin, t'as regardé Lynch, et puis après, t'as regardé le film de Lynch, oui. Et la mini-série. Oui. Ah, non, mais voilà, donc, mais je veux dire, c'est un cheminement qui est plutôt assez logique. Dans la chronologie des voilà, ce qui paraît assez logique, parce que ça te permet peut-être d'appréhender... un petit peu mieux peut-être le cheminement et la complexité un petit peu de l'univers de la saga. Pour le coup, moi le fait d'avoir lu pratiquement tout fait que forcément je me suis forgé une histoire, des personnages, des situations, enfin j'ai tout créé comme on le fait quand on lit un livre, qu'on n'a pas de visuel. Et après, forcément, on a des attaches ou des accointances un petit peu plus ou moins avec certains films, certains descriptifs qui correspondent plus ou moins à ce qu'on en attend ou ce qu'on n'en attend pas. Donc voilà. Bon, pardon d'avoir interrompu. Non, je t'en prie. Du coup, la mini-série que donc effectivement j'ai vue après le film de Lynch dont on a parlé la dernière fois. Donc effectivement, alors. Du coup, on l'a regardé, donc c'était en DVD. Donc, alors, en fait, il y a plusieurs formats sur la série. Donc, au total, c'est dans 4h30. Il y a 3 épisodes d'1h30. Alors, moi, c'est le découpage Sens Critique que j'ai. Nous, on l'a vu en 2 parties. Oui. Il y a une partie qui dure 2h40 et après 1h50.
Donc on les a pas matés à la suite, on a regardé 2h40 dans un premier temps et les 1h50 dans un second temps. Donc je sais pas quel est le meilleur découpage, bon bref. Mais du coup, donc voilà, de toute façon ça reste à 4h30 au final pour l'intégralité. Donc forcément c'est 2 fois plus long que le film de Lynch, quoi, et même encore plus. Donc forcément, en termes d'adaptation... Plus détaillé. Oui, parce que j'y viens. On est clairement sur quelque chose de beaucoup plus détaillé, effectivement, et sur des trucs, plein de trucs qui manquaient dans le film de Lynch qui là apparaissent. Effectivement, c'est très fidèle, on pourrait même parfois dire trop fidèle, mais effectivement, c'est-à-dire que, et même encore à l'heure actuelle, après le film 2009, ça reste l'œuvre, pour l'instant, la plus fidèle au roman, sans aucune hésitation, parce qu'il y a vraiment, on retrouve vraiment quasiment tous les éléments importants. Ça se finit exactement pareil, à la seconde près, au même truc. Après, c'est la ligne près, j'ai envie de dire. Il y a vraiment plein de trucs qui sont quasiment identiques au livre. Il manque toujours 2-3 trucs, évidemment. Mais il y a 90% du bouquin facile. Et voilà. Donc après, bon, ça va être fidèle très bien, mais est-ce que c'est une bonne série ? Eh bien oui. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Je dirais même que j'ai préféré la mini-série au film de Lynch. Alors, dis pas ça parce qu'on va se fâcher tout de suite là. Alors, pour l'instant, c'est moi qui parle. Encore une fois, j'apprécie les films de Lynch, même si je trouve qu'il a plein de défauts. La mini-série a l'avantage. On ne peut pas faire de comparatif, on ne peut pas faire de comparaison, c'est pas possible. Peut-être, je suis d'accord. Il a fait avec les moyens qu'il avait, sachant qu'il n'avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui, sachant qu'il n'avait pas le budget de ce que pu avoir Villeneuve ou même la mini-série. Alors. Et sachant que lui au départ, et c'est pour ça qu'il a renié ce film, c'est parce qu'en fait au départ, Lynch il avait une idée dans sa tête bien précise, qui était de faire un truc d'au moins 4 heures, grandiose, machin et tout ça. On lui a coupé les budgets, on lui a dit non, tu te débrouilles, mais tu lui fais ça qu'en 2 heures, donc il a compressé, c'est normal. Je dis pas que c'est sa faute, mais je suis désolé, après il y a un résultat final, bon voilà. Qui est excellent. Et que Villeneuve n'a pas du tout su retranscrire. Mais on parle de Villeneuve pour l'instant. Oui, mais bon, d'accord. Et puis je croyais qu'il ne fallait pas comparer. Donc voilà. Donc c'est comme ça t'arrange finalement. Non, mais parce que tu parlais un petit peu du côté grandiose, machin, enfin bon bref, la longueur. Donc oui, on peut faire mieux quand c'est plus long, on peut faire mieux quand c'est plus cher. Alors après, pour le coup, par rapport à la série, je ne suis pas forcément persuadé qu'il y a eu plus de budget, parce qu'une série télé a souvent moins de budget, surtout dans les années 2000. Et en plus, j'y viens, mais ça se voit, qu'il n'y a pas non plus un budget de fou. Mais malgré tout, voilà, après, c'est pas tant sur l'adaptation, c'est aussi par rapport aux personnages, où forcément ils sont plus développés, ils sont plus intéressants. Le casting, je l'ai trouvé étonnamment plutôt bon. Oui. Malgré que ce soit quasiment que des inconnus. À part le duc Letoitry qui jouait par William Hurt. Exactement. Honnêtement, à part lui, c'est rien. Non, je suis d'accord, mais à part lui, c'est que des acteurs quasiment inconnus. Après, dans Les Enfants, donc dans la suite de la mini-série, il y a. Oui, il y a Jack Patia, je suis d'accord, mais voilà, je suis d'accord. À part William Hurt, désolé, c'est quasiment que des inconnus. Oui. Ce qui est plutôt, risqué et audacieux, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Non, voilà, puis aussi, bon voilà, après 4h30 c'est bien, mais encore faut-il que ce soit intéressant et captivant. Ça l'est plutôt, forcément, il y a peut-être 2-3 petites longueurs quand même, parce que 4h30 c'est vraiment long. Mais enfin, après, tu les as pas fait non plus. Non, je suis d'accord. D'accord, bien sûr, on est d'accord. Mais voilà, mais du coup, les événements s'enchaînent quand même plutôt bien. Encore une fois, c'est très fidèle au livre, donc on retrouve pas mal de trucs. Il y a encore, alors même si c'était peut-être un peu moins poussé sur certains trucs, on retrouve encore un petit peu ce côté très onirique et psychédélique. Dans certaines visions de Paul notamment, ou même dans certaines dans la direction artistique un peu globale. Voilà, il y a une esthétique qui est à la fois un peu kitsch et en même temps qui donne une vraie personnalité à l'ensemble. Et c'est vrai que cinématographiquement parlant, vu que c'est une série, on n'est pas sur un grand metteur en scène derrière la caméra, donc c'est pas spécialement bien réalisé, ça fait le taf. Voilà, donc c'est plus pour ce que ça raconte que vraiment visuellement que cette mini-série est intéressante, parce qu'en plus effectivement visuellement, hélas à cause du faible budget, faut quand même dire que ça pique les yeux pas mal de moments, notamment sur les extérieurs. Autant les décors intérieurs sont extrêmement bien réussis et très beaux. Alors à ce moment-là, Denis Villeneuve, vu le fric qui était investi et vu les avancées technologiques, ça fait plus que piquer les yeux. Hein. Non, moi ça fait pleurer les yeux. Hein. Non, mais après...
En fait, ce qui peut plomber un peu le truc, c'est que c'est sorti au début du numérique, au début des effets spéciaux un peu 3D. Le problème, c'est que quand t'as pas de budget, ça peut vite être dégueulasse. C'est un peu le cas. Voilà, c'est indéniable, il faut faire fi de ça. Il y a vraiment des moments qui font un peu cinématique PS1. Mais voilà, après, si on fait fi de ça, la mini-série reste tout à fait entraînante et encore une fois, la meilleure adaptation, je pense à l'heure actuelle, que vous pourrez voir du premier livre, excusez-moi. Téléphone qui sonne, super, personne m'appelle évidemment. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bon, la musique est sympa, mais ne vaut pas celle de Toto quand même, malgré tout. Qu'est-ce qu'on a aussi Non, écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour moi. Donc oui, voilà, si vous aimez le livre, si vous voulez voir une adaptation fidèle, je vous le recommande. Si vous cherchez quelque chose de très cinématographique, je vous conseille moins. Voilà, c'est surtout pour ceux qui veulent vraiment découvrir quelque chose d'assez complet dans l'adaptation. Sans forcément rechercher une qualité technique formidable, etc. Donc, voilà. À bon entendeur. La mini-série, donc. Marie. Non, mais t'as à peu près tout dit. Puis, bon, voilà. Non, moi, je trouve que, franchement, voilà, pour voir que c'était une mini-série, moi, je trouve ça pas mal. Je trouve que il a pas mal approfondi les personnages, pas mal approfondi l'univers de l'univers de Dune, selon Frank Herbert, et je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Je trouve qu'il s'en sort franchement pas si mal, et comme tu disais, Alec Newman fait un très bon Paul Atreides. Oui, c'est tout à fait. Et aussi, il me semble qu'on l'avait en VF, si j'ai pas de bêtises. La VF est très bonne, oui. Je tiens à le dire. Voilà. Donc, non, mais vous pouvez le voir sans problème. Oui, enfin, si vous êtes comment dire, familier avec l'univers de Dune, effectivement, c'est tout à fait recommandable. Ouais. Tout à fait. Je regarde juste si... Non, tout à fait. C'était tout ce que j'avais à dire. On passe au film de Villeneuve, maintenant. Alors, avant que tu craches ta haine, est-ce que je peux commencer? Ça va être comme moi avec Lynch, hein, t'étais persuadé que j'avais détesté, alors que non. Et là, du coup, moi je suis dans le même sentiment. Moi j'ai l'impression que t'as détesté le film. Après, bon, tu vas peut-être me dire l'inverse, mais bon, bref. Bon. Non, donc, je peux commencer ou pas? Juste, je place ma petite phrase et après je te laisse commencer. Je t'en prie. C'est bon, on va pas y aller par 4 chemins. Hein. Non. Dune 2021 de Denis Villeneuve n'est pas le film Dune que j'attendais en tant que fan de l'univers. Voilà. Très bien. Ceci étant dit. Maintenant, t'as qu'à me convaincre du contraire. J'y arriverai jamais parce que je le sais. Mais bon, malgré tout, je vais donner mon avis sur le Dune de Villeneuve. Alors déjà, effectivement, ce qu'il faut savoir, pour passer un peu de contexte, c'est effectivement que Denis Villeneuve, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un des rares réalisateurs dont j'ai vu tous les films, et vraiment tous les films, même ses tout premiers films québécois. Donc ça m'étonne que j'aime énormément. Mon film préféré de lui, c'est Prisoners, pour l'anecdote. Et surtout, j'avais adoré son film précédent qui était Blade Runner 2049. Donc la suite de Blade Runner, qui hélas, et ça sera important pour la suite, a floppé. En tout cas, ça a floppé. Le film n'a pas remboursé son budget. Le succès a été extrêmement modeste. Alors pourtant, on était sur quelque chose de très ambitieux, une suite d'un film culte avec un casting quand même plutôt bankable, à savoir un casting à Harrison Ford. Mais le film n'a pas convaincu. Déjà il a divisé dans ses critiques et voilà, donc le film n'a pas rencontré un succès commercial. C'est comme pour Dune de Lynch, il est très loin de l'univers. Moi, quand j'ai vu Blade Runner 2049, si tu me laisses juste 30 secondes, j'ai pas retrouvé l'univers. Alors pareil, parce que Blade Runner c'est donc tiré d'un livre aussi de science-fiction qui est donc pourquoi les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Non, c'est pas pourquoi, c'est les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Donc voilà, puisque le fait de rêver donc d'animaux, enfin un peu le symbole de l'humanité, et donc dans les réplicantes, en fait, donc tout ça ce ne sont pas vraiment des humains. Ils voudraient être humains, mais ils ne sont pas humains. Et ben là, pareil. C'est parce que je suis pareil, une fan aussi de Blade Runner avec Harrison Ford, et je suis désolée, dans Blade Runner 2049, c'est magnifique.
les scènes sont splendides, les décors sont majestueux. Mais non, Ryan Gosling n'a aucune humanité. À la limite, on sait que c'est un répliquant d'entrée, parce que de toute façon, vu qu'il n'a pas d'humanité... oui, mais ça spoil tout le film, parce que le Blade Runner, avec Harrison Ford, on ne le sait pas que c'en est un. On attend la fin du film pour le savoir, alors qu'avec Ryan Gosling, vu le peu d'humanité et le peu d'expression qu'il a au niveau visuel et gestuel, tu sais tout de suite que c'est un répliquant. Justement, la trajectoire de Ryan Gosling est l'exact opposé de celle d'Harrison Ford. Harrison Ford, c'est un humain qui pense être un répliquant. Ryan Gosling, c'est un répliquant qui pense être un humain. C'est exactement le trajet inverse. Et en plus, je trouve que c'est pas comparable, parce que autant le Dune de Villeneuve est un remake, autant là c'est une suite. C'est absolument pas un remake, c'est une suite. C'est une suite directe du premier film. Oui, mais... Qui se situe même 30 ans après, donc bref. Bref. Dans tous les cas, j'avais adoré le 2049. Je suis désolé de te le dire. Ah non, mais... Vraiment, j'avais pris une tarte au ciné. Et donc, et donc quand j'ai appris qu'il allait s'attaquer à Dune, donc qui est une grande œuvre de science-fiction, j'étais en mode, franchement, je suis très chaud. Je trouve que je trouve que c'est un excellent choix, etc. Donc j'étais extrêmement confiant. Et du coup, donc effectivement, après j'ai appris qu'il allait bien avoir 2 films, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est une partie 1, ce Dune. C'est vrai que du coup, tu l'apprends un petit peu dans la salle de ciné, parce que c'est vrai que ce soit sur tous les sites, c'est marqué juste Dune. Pas Dune partie 1, c'est quasiment marqué nulle part, même pas sur l'affiche. C'est assez troublant d'ailleurs, c'est peut-être une stratégie de com, admettons. Bref, mais du coup, moi, si je pourrais faire déjà un petit résumé de mon avis, je dirais que c'est un bon film, mais un mauvais Villeneuve, et une adaptation bancale. Quand je dis que c'est un mauvais Villeneuve, c'est-à-dire que honnêtement, j'ai trouvé, et je sais que tu seras d'accord avec moi, que y a un côté un peu grand spectacle qui me gêne un peu. Marvel. Non. Mais il y a un côté grand spectacle qui me gêne un peu. Je trouve qu'effectivement il y a un peu trop d'action. Il a voulu faire un blockbuster. Très. Mais voilà, franchement. Blockbuster haut de gamme malgré tout. Oui, non. Mais c'est pas le problème. Parce que mais Marvel, pour moi, c'est du haut de gamme aussi. Non. Oui, mais enfin après, voilà. On n'est pas d'accord sur ça. Ah, non, ça certainement pas. Voilà. Et bref, du coup. Donc oui, et pour le coup. Justement, Météor 2049, c'est pour ça que j'en parle, j'ai été très décontenancé, parce que justement, Météor 2049 est l'antithèse de ça, parce que c'est un film qui est extrêmement lent, très posé. Oui. Il doit y avoir une scène d'action à tout casser dans le film, On est et d'accord. pour le coup, elle était ultra impactante. C'est un film qui était beaucoup plus contemplatif, qui creusait ses personnages et son univers, et du coup, c'était ultra intéressant, et vraiment, ça marquait au fer rouge. Là où je trouve qu'effectivement, les personnages sont mis de côté, l'univers est pas assez décrit, et après. Mettons le bouquin juste de côté 2 minutes, on parle vraiment du film et de l'univers décrit, même si effectivement donc il manque des trucs par rapport au bouquin, mais si tu prends le film en lui-même... Il manque des trucs, il manque tout. Si tu prends le film en lui-même, effectivement, tu sens que ça a été simplifié à l'extrême, et de toute façon, voilà, je suis tombé sur un article, Villeneuve revendique complètement le côté grand public du film, il a voulu s'adresser à... Ben oui, pour preuve, en fait... Qui est-ce qui est marquant dans le film de Villeneuve, dans Dune ? C'est Jason Momoa. Ouais, Nathalie Nao, ouais. Voilà. Et qui est certes un personnage important, voire même extrêmement important, mais qui ne l'est pas dans Dune. Il le sera après. Dans le Messie de Dune, dans les enfants de Dune. Enfin, il le sera après Duncan Idaho. Mais Duncan Idaho, dans Dune, il meurt assez rapidement. Je spoil, mais oui. Oui, enfin bon, ok. Mais par contre, c'est Jason Momoa. Donc, il en a fait. Et il est excellent en plus. Hein. Même pas je critique. Il est vraiment très bon. Parce que franchement, autant on avait trouvé que dans Lynch, on le voit très peu, le personnage de Duncan Idaho. Dans la mini-série, pas beaucoup non plus. Un peu plus, mais bon, pas beaucoup non plus. Mais par contre, dans le Dune de Villeneuve, on voit que lui. Je sais même pas, en faisant les sorties, moi, quand on a fini le film, quand on a fini de regarder le film, donc j'étais dehors et j'attendais que tu arrives, et j'ai écouté un petit peu les commentaires. Il y avait 5 jeunes qui étaient à peu près dans 20-25 ans, quoi. C'est ça le jeune, ouais. Et le seul personnage dont il parlait, enfin le seul personnage, parce qu'il ne se rappelait pas du nom du personnage, mais c'était, t'as vu, il y avait Aquaman. Ou Aquaman, pardon. Aquaman. Non, je suis désolée, c'était pas Marvel, c'est pour ça que je disais du côté. Mais c'est caustique, enfin, quand je disais ça, d'ici, Marvel, enfin bon, bref.
C'était un peu caustique quand je dis ça, mais voilà, ils se sont souvenus d'Aquaman, quoi. C'est pas le but, parce qu'ils sont censés se rappeler d'abord, parce que, pour le coup, je vais défendre un peu Timothée Chalamet, je mettais beaucoup de réserves, et je trouve que, à la fin du film, il prend de l'ampleur, et il devient enfin le personnage tel qu'on le rêve de Paul Atreides, même si au début il est un petit peu effacé, enfin bon bref, il est avec sa petite mèche, il est trop mignon, trop jeune, mais bon c'est pas assez... Pour le coup je trouve ça correspond au bouquin, pour le coup, ça, parce qu'au début du film, il n'est pas spécialement imposant. Justement. Non, il n'est pas imposant, mais enfin il a déjà toute une éducation Bene Gesserit. Alors par contre, si vous comprenez la moitié des mots de ce qu'on vous dit, surtout n'hésitez pas à vous créer un glossaire, parce que je suis pas sûre que tout le monde ait bien suivi, parce que ça aussi, mais enfin bon, je te laisse finir sur Villeneuve et je te donnerai après moi. Oui, parce que là, je n'ai même en placer une là. Mais ça change par rapport à l'habitude. Du coup, là, on a changé les rôles, c'est bien. Pour revenir. Et pour revenir à l'après le Blade Runner 2049, donc voilà, donc il a voulu faire un film grand public, il le revendique complètement. Donc il revendique le côté grand public. Ça peut être légitime ou pas, j'en sais rien. Après c'est un peu le truc il a voulu s'adresser à tout le monde et finalement personne s'y retrouve. Je pense que tu reviendras là-dessus, mais après voilà, qu'il ouvre l'univers à un grand public, c'est louable. Oui, non. Mais après effectivement il y a une façon de le faire, et même moi je dois avouer qu'il y a un côté un peu lisse qui m'embête un peu et qui du coup pour moi empêche le film de briller. Après voilà, sinon pour résumer, je trouve que c'est malgré tout un bon film. Je trouve que les 2h30 passent vite, même parfois trop vite, ce qui est quand même un comble. Et il y a quand même certaines fulgurances que je trouve assez intéressantes dedans, parce que visuellement ça reste malgré tout très abouti, peut-être pas autant qu'il y avait dans 2049, mais malgré tout il y a de très très beaux plans assez régulièrement de toute façon. Mais il y a un truc qui manque. Indéniablement il y a un truc qui manque et qui m'embête, un espèce de lissage de je sais pas de quel camp, mais il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque qui pour moi empêche le film de vraiment atteindre des sommets qu'il aurait pu prétendre au vu du monde qu'il y avait sur le projet. Donc voilà, donc j'en ressors du budget. Voilà, bon. Donc j'en ressors un peu déçu. Ça reste malgré tout, je trouve, un bon film, mais certainement pas un bon Villeneuve. C'est peut-être son film le plus faible qu'il ait fait pour moi depuis quelques années, ce qui est quand même un peu dommage, parce que quand même là il avait de l'or entre les mains. Après peut-être que je rebondirai sur certains trucs que tu dis. Donc... Oui, non, parce que bon, alors juste pour apporter un petit peu de l'eau à ton moulin, j'ai bien aimé une critique qui disait, parce que moi je sais bien que mon truc c'était, j'aime bien regarder les critiques, les pour, les contre, tout ça, j'aime bien faire des comparatifs et tout, et qui disait que finalement, tout compte fait, Villeneuve s'en était pas trop mal sorti vu la complexité de la tâche, oui, voilà. Que bravo à Villeneuve, mais bon, c'est pas le Messie tant attendu, pour faire référence à... Par contre, je reste curieuse de voir la suite. Ah oui, non, moi aussi. Alors ça, c'est voir s'il se rattrape. Et surtout, moi, j'espère. J'ose espérer. Parce qu'en fait, aussi, ça me revient sur ce que je voulais dire. Je pense qu'en fait, vu le flop, entre grosses guillemets, du Blade Runner 2049, je pense qu'il a vraiment voulu maximiser les chances d'un succès. Et apparemment, il a réussi son coup parce que le film marche très bien. Même trop bien. Encore une fois, ça me surprend vraiment que le film marche autant. Mais quand tu le vois, finalement, tu comprends. Mais. Voilà, donc du coup, je pense qu'il a voulu maximiser ses chances pour avoir une suite. Apparemment, il va l'avoir sans problème. Mais du coup, j'espère que maintenant qu'il a eu son succès, j'espère qu'il prendra plus de risques dans la partie 2, qu'il va vraiment plus explorer le côté religieux, mythologique, onirique, tout ce que tu veux de l'univers. Parce que vraiment, putain, ça peut être un... Parce qu'il sait le faire en plus, Villeneuve. Là, en termes de contemplatif. Ah, mais je n'en doute pas. Depuis Premier Contact, qui est son premier vrai film de SF, il sait le faire, vraiment, poser une ambiance, poser des personnages, poser un décor. Et là, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé là-dedans, et c'est pour ça qu'en vrai, j'ai été déçu. Voilà, donc, encore une fois, je pense que l'échec de Blade Runner 2049, je sais, il le dit souvent que ça l'a beaucoup affecté, même j'ai lu un truc qui disait qu'il avait peur de ne plus pouvoir faire de film du tout après ça. Donc je pense que vraiment, il a flippé, et il s'est dit, il faut que je fasse un truc, il faut que ça marche, tant pis si je sacrifie un petit peu sur certains trucs mon talent. Mais donc voilà, donc c'est frustrant, c'est compréhensible mais frustrant. Oui. Du coup, c'est pour ça que je peux pas non plus totalement défoncer le film. Et c'est pour ça que moi ça passe pas du tout. Mais je comprends. Mais après, du coup, je comprends. Parce que bon, voilà, ça aurait été un autre univers, t'aurais peut-être été plus indulgente. Mais là, vu que c'est Dune, je sais que toi, t'es intransigeante. Et je comprends. Et puis, non, encore une fois, je le répète, sans vouloir encore une fois faire de comparaison, il avait carte blanche. Autant d'un point de vue. Je suis pas si sûr que ça, justement. Mais attends, encore une fois, je fais une référence à Lynch, d'accord ? Oui. À qui on a coupé les budgets, à qui on a demandé... Non mais,
quelque part, il faut quand même aussi faire un petit peu de... Parce que j'aime bien, c'est trop facile de descendre le film de Lynch. Ah, mais ça, je suis Parce que bon, je suis désolée, il a quand même essayé de s'attaquer à un truc, et en plus, après, il a été entravé dans ses mouvements, alors que Villeneuve, pour le coup, n'a pas été entravé, au contraire, il a été aidé financièrement, aidé aussi parce que c'est... Peut-être que Lynch est peut-être arrivé trop tôt. Peut-être qu'il n'y avait pas les moyens technologiques qu'il peut y avoir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis un peu, voire beaucoup, critique avec Villeneuve. Après, encore une fois, comme je dis, j'attends de voir le deuxième pour vraiment me faire une idée. Donc c'est soit il se rattrape, soit non, mais soit il continue à faire ce qu'il... Parce que j'ai rien à redire. Techniquement, au niveau du film, scéniquement... c'est très abouti, oui. Mais c'est un bon film de... Et puis en fin de compte, je comprends pourquoi il marche. Parce que en fait, c'est un film grand public blockbuster. Et en fait, il marche. Mais les gens ne comprennent rien. Les gens, ils sortent. Il y en a... ça me fait penser à la réflexion de la jeune fille qui disait... quand j'ai vu le machin, là, l'espèce de serpent, j'étais au bout de ma vie. Le serpent, Tu vois, donc, alors qu'ils ne comprennent pas tout le... Ah, bien sûr. Et moi, c'est là où je suis pas d'accord avec Villeneuve et où je suis plus d'accord avec Lynch, c'est que malgré tout, il était imprimé dans l'univers. L'univers, c'est... pour le coup, Villeneuve, ça fait propre. Alors que l'univers de Frank Herbert, il est crasseux, il est dégueu, c'est le baron Vladimir Harkonnen, c'est vraiment le pire méchant de l'histoire que tu puisses imaginer. À côté Dark Vador, c'est un saint. Oui. Il est gras, il est adipeux, il est monstrueux, il est à vomir. À la limite chez Villeneuve, il est presque bof. Justement, c'est ce que j'allais dire. Et puis il y a le côté psychédélique. Alors moi, il y a le truc le pire que je reproche. Et ça, franchement, d'un point de vue, encore une fois, d'un point de vue littéraire, c'est pourquoi n'a-t-il pas fait comme dans le livre et comme dans Lynch, n'a-t-il pas mis une voix off ? Je suis désolée, dans le livre, et c'est comme ça que tu comprends aussi un peu le livre, sans nécessairement être obligé à chaque fois d'aller dans le glossaire, c'est que tu as une voix off. Disons un petit intitulé au début du chapitre qui te dit exactement, qui te situe certaines choses, qui te situe Arrakis, qui te situe quand il arrive, qui te dit qui est Paul Muad'Dib, comment est né le mythe de Paul Muad'Dib. Là dans le film de Villeneuve, tu sais rien, tu sais pas ce que c'est que les Bene Gesserit. Moi, je suis sûre que tu leur poses la question en sortant aux spectateurs, et qui je suis sûre en plus ont adoré le film. Tu leur poses des questions, ils sont incapables de te dire c'est qui contre qui. Et c'est, on va te dire ouais, c'est les méchants contre les gentils. Oui, bon, ok, les méchants contre les gentils, bon, on peut le voir comme ça. Sauf que les Atreides, sont pas si gentils que ça, et les Harkonnen sont peut-être pas si méchants que ça, parce qu'après tout, ils ne font que le travail que leur demande l'empereur. On n'en parle pas. 2h30 de film, pas un mot sur l'ampleur. On en parlait tout à l'heure. Pas un mot. Le djihad butlérien. Est-ce qu'on sait ce que c'est le djihad butlérien ? Tu sais ce que c'est le djihad butlérien ? Ah bah dans le film non. Mais dans le livre, tu sais ? T'as retenu ça ? C'est quand même la base de la saga de... Oui, je sais plus exactement ce que c'est. En fait, oui. C'est la croisade. C'était un moment où, au moment où commence le film et le livre, c'est les hommes qui se sont révoltés contre les machines. C'est ça, le djihad butlérien. C'est-à-dire que les hommes ont voulu prendre possession donc de leurs droits, de leur pouvoir, sans les machines. Et donc, du coup, sont apparus, grâce à l'épice, sur Arrakis, d'où l'importance, sont nés les mantas, sont nés j'avais tout mon petit truc, il est où mon petit machin ? Donc les mantas, les navigateurs, parce que les navigateurs de la guilde, on n'en voit aucun. Oui, non, je suis d'accord. On sait même pas. Je suis d'accord. Ils se déplacent, les vaisseaux, on sait pas. En fait, c'est qu'ils ont mis du gasoil, donc ils se déplacent dans l'univers. Non, c'est les navigateurs, grâce à l'épice, ils réduisent l'espace-temps et ils font voyager. Mais tout ça, c'est même pas expliqué. Rien. Mais
Il y aurait, C'est montré parce que. tu aurais eu une voix. Oui, mais au lieu de montrer, de passer du temps sur des trucs où finalement, de toute façon, ça ne devient pas plus clair, pourquoi ils mettent pas une voix off qui dit, voilà, navigateur de la guilde, grâce à l'épice, machin. Oui, alors pour le coup, juste un petit. non, alors moi, pour le coup, tu sais que je déteste ce genre de. Bah non, oui, non, mais. non, parce oui, qu'on n'est pas dans un bouquin, on est dans un film, il faut montrer les choses. Ouais, mais le problème. Et expliquer les choses au moins de façon subtile. Oui, mais quand tu montres les choses et que tu les expliques pas et qu'on comprend pas ce que c'est, ça veut rien dire. Donc, nulle part il n'est fait qu'à des mantas, parce que tu fais Rawat, c'est un manta. Piètre de Virs, c'est un manta. On sait pas ce que c'est. On sait pas pourquoi tout d'un coup, pof, ils ont les yeux blancs. Pourquoi? On sait pas. T'as fait remarquer qu'ils avaient les yeux blancs? Ah oui. Ah oui, d'accord, bon, c'est Allez, bien. moi, j'ai Le lu. navigateur, donc, Oui, on non, mais ne ça, sait je pas à suis- quoi ils servent. Le Bene Gesserit. S'il y a un ordre à connaître et à suivre, c'est le Bene Gesserit. Le Bene Gesserit, donc, c'est une communauté exclusivement féminine. Alors, pour le coup, je trouve que Villeneuve, qui se vante d'avoir fait du féminisme dans son film, parce que tout simplement, il a pris un personnage important mais secondaire, qui est Liette Kynes, qui en a fait une femme, bah pour le coup, il aurait dû mettre l'accent sur le Bene Gesserit, parce que s'il y a des femmes qui sont plus qu'importantes dans le film de Dune, c'est le Bene Gesserit. C'est donc une communauté religieuse. C'est elles qui ont créé tout ce qui existe. C'est elles qui régissent tout. C'est elles qui commandent l'empereur Shaddam machin 4. J'arrive jamais à me rappeler de son titre exact. Enfin, c'est elles qui gouvernent la mer de Paul Atreides. Enfin, elles mènent l'univers. C'est elles qui mènent les mentales. Enfin, voilà. Donc, s'il y avait un rôle féminin à mettre en avant, c'est la révérende mère. Et en fait, on la voit pas. On sait même pas. Il y a une scène. Ah bah oui, elle débarque, machin. Elle vient tester l'humanité de Paul Atreides. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi tester son humanité? Pourquoi il ressemble à un singe? Non. Bah, t'es en droit de te poser des questions parce que tu te dis, machin, il y a un truc qui arrive comme ça. Je te parle même pas du Bene Tleilax, parce que là, je sais même pas ce que c'est, on n'en parle jamais. Jamais le mot n'est avancé. Quand même qui s'occupe de toute la génétique. Et que c'est quand même eux, avec le Bene Gesserit, qui vont donner naissance et créer le Kouidat Tu Saderak. vas pas trop loin là, parce que même moi, je vois pas ce que c'est. Hein, le Bene, C'est pas grave. Ouais, non, mais tu vas trop loin là, parce que là, c'est ce qu'on s'est abordé les bouquins après. Non, c'est. Yue. Là, attention, spoiler, donc fermez vos oreilles. Yue. Donc l'école Suc. Là, je suis d'accord. Pourquoi il trahit? Il peut pas trahir. Parce que, donc, les docteurs de l'école Suc, ils ont un blocage mental qui les empêche de faire du mal à leurs patients. Et pourtant, le blocage mental, il a été levé puisque on sait ce qu'il advient après. Enfin, tout ça pour dire que ce qui était l'essentiel, c'est-à-dire de savoir que les humains ont lutté contre les machines en faisant donc le djihad butlérien, en fait, on n'en parle jamais. Jamais. Alors, il y a... Donc, je sais pas comment il aurait pu présenter ça, je sais pas, mais enfin, bon, moi, je trouve que finalement, le truc en pensée... Oh non, ça je suis désolé, c'était horrible dans le film de Lynch. Hein. Vraiment, bah, il y avait trop... Peut-être parce qu'il a peut-être mal utilisé, peut-être parce qu'il en a trop mis. Et puis, est-ce qu'on va parler, et je vais parler peut-être en dernier, parce qu'après tout, bon, il y aurait tellement à dire, la princesse Irulan. Mais pareil, c'est comme l'empereur finalement. On la voit, mais quoi? On la voit même pas. Non, on la voit même pas. Non, jamais. On la voit même pas. Et pourtant, c'est elle le narrateur. C'est elle qui raconte l'histoire de Paul Moabdib. C'est elle qui raconte l'histoire d'Arrakis. Bah, en tout cas, dans le film de Lynch, au début, mais encore une fois, je suis désolé, on la revoit pas après. On la revoit pas, mais on l'entend. 2-3 fois. Non. Max, alors je suis désolé, mais Max. Mais non, c'est quelle elle que... Mais c'est elle que tu entends tout le temps. Puisque c'est elle qui te donne toujours les mêmes indications. C'est elle qui ouvre les premiers mots. Non, ça je suis d'accord. Dune, Arrakis, planète des sables. Oui, c'est d'accord. Oui, au début, je suis d'accord. Mais tout le temps. Après, on a Tout le temps, parce que ceux que tu crois que c'est les gens qui machin, c'est elle qui parle. Non, c'est leur voix. Quand même, maman, je fais gaffe comme ça. Enfin voilà, tout ça pour dire que bon, j'en attendais beaucoup. Je me suis dit, oh là là, ça va être génial parce que il a tous les moyens, il a tout ce qu'il faut, il a l'époque, il a toutes les conditions qu'il faut. Et alors, est-ce que je parle des Oregon Dunes qui a inspiré Frank Herbert? Est-ce que je parle du fait que ça fait
même pas dire carton-pâte. Moi, pendant toutes les séquences où on voyait le désert, les dunes de Dune, justement, j'avais l'impression d'avoir... en fait, qu'il avait filmé de la chantilly, voire une crème, mais son désert, il fait pas vrai. Il fait pas vrai du tout. Je te promets, tu le regarderas, franchement, il fait pas vrai. Les couleurs sont pas des couleurs naturelles, ce sont pas des couleurs du désert. Donc, je sais pas, Après, si en plus, avec les moyens qu'il a, il est même pas capable de filmer des dunes de sable, il avait qu'à aller dans l'Oregon. Elles sont toutes là-bas, les dunes. Après, ça peut être un choix artistique, parce qu'effectivement, il y a une espèce de teinte un peu jaunâtre. Le seul truc que je lui trouve qui est positif dans ce truc, c'est les comment on appelle ça là. Vas-y, les ornithoptères, c'est ça. Oui, les espèces d'hélicoptères. Non, c'est les. Ah non, c'est un nom. Oui, les trucs qui volent, bien... quoi, je sais plus comment oui, ça oui, s'appelle, mais c'est un nom bien. Wow. Les ornithoptères. Oui. Ceux-là, ils sont magnifiques. Je les aurais jamais imaginés comme ça, mais ils sont splendides. En fait, c'est sur un film de 2h30 ou 2 heures, je ne sais plus combien de temps il durait. 2h30. Seul truc que tu retiens, c'est Jason Momoa. Alors, j'ai rien contre lui parce que j'ai adoré donc Aquaman. Et les ornithoptères. Sur un univers qui a duré 20 ans, je trouve que c'est moyen médiocre quand même. Ça fait pas grand-chose. Mais encore une fois, c'est que le premier livre. Oui. Toi, commence pas à tout mélanger, non, parce que là, Oui. tu commences à tricher, à être en jeu. Là. Ouais, C'est que le premier, ouais, mais ouais. c'est la première moitié du premier livre, donc c'est même pas tant le. Faut aussi rappeler que c'est que la première moitié. Bon, enfin, bon, bref. Après, bon, ok, l'adaptation, très bien. Bon, mais le film en lui-même, le casting par exemple. Qu'est-ce que tu penses du casting? Tu veux dire de Jason Momoa? Non, mais Parce que si tu veux, mais. il est excellent, mais Mais il est excellent, mais il a rien à faire là. Et puis surtout pas dans le rôle de Duncan Idaho, quoi. Bon, je sais pas. C'est ce que je t'expliquais l'autre fois. Duncan Idaho, dans le livre, hein, donc de Frank Herbert, c'est un personnage, comment dire, raffiné, un peu, pas intellectuel, mais en tout cas, bon, voilà, très passionné par tout ce qui l'entoure. Jason Momoa, il est superbe. Mais enfin bon, ça, côté raffiné, je le cherche encore. Hein. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a comme personne? Bah, les acteurs principaux. Le Duc Leto, je ne sais même pas qui c'est qui joue le Duc Oscar Leto. Isaac. Ouais, voilà, inexistant. Alors, non, mais que ce soit le Duc Leto ou Dame Jessica, parce que Jessica, c'est pareil. Je sais pas, où est la prestance? Où est la prestance? Enfin, quand même, je sais pas, ils sont quand même... ils sont ducs. Bon, elle, bien sûr, c'est personne, puisque donc c'est juste Dame Jessica, puisqu'elle n'est pas... C'est qu'une concubine, enfin, qu'une... Après, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas de prestance. Et alors, Timothée Chalamet... Ben, pour le coup, Timothée Chalamet, je lui mets un A+, ou un B+, ou un C+, comme on veut. En tout cas, un plus, parce que j'ai trouvé que... Mention honorable, quoi. Oui, j'ai trouvé que sur la fin, il a enlevé son petit côté... parce que je déteste, en plus, là, le voir avec ses cheveux, là, on a l'impression que c'est L'Oréal, parce que je le vaux bien, donc... Bon, non, ça va, quoi. T'es dans le désert, t'as pas le temps de te faire des bouclettes et que ce soit... Attends, il est avec son distil, il est dans le désert, machin plein de sable, machin tempête de sable, machin tout. Il est toujours avec ses petits cheveux, tout bien coiffé, tout bouclé. Non, ça fait pas crédible. Et puis il est épais, il y a ses cuisses qui ressemblent à mes... Alors attention, hein, attention à ce que je vais dire, et pas de... qui ressemblent à mes bras. Bon, et je pèse 50 kilos, hein, faut pas exagérer non plus, donc il fait pas crédible du tout pour voir qu'il y a quand même un entraînement tous les jours avec les meilleurs, que ce soit Gurney Halleck, que ce soit Duncan Idaho, machin et tout. Bon, il fait pas très crédible. Alors certes, bon, il fait jeune, il fait 15 ans, mais enfin... Bah, ça, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que pour ça, c'est un bon choix. Et franchement, moi j'ai passé toute la Parce partie... qu'il a tête de Mino. J'ai passé tout le film, et ça, j'ai pas pu m'en empêcher, et pour l'avoir lu, je pense qu'il n'y a pas que moi, j'ai passé tout le film, toute une partie du film, à faire la comparaison avec le film de Lynch. Mais ah, mais pour le coup, oui, il Et alors, voilà, non, mais il a quand même, c'est autre chose, c'est quoi. pas pareil. C'est Clyde MacLachlan, moi j'arrive pas à dire son nom, Clyde mais enfin, MacLachlan, bon, ouais. bref. Quand il utilise la voix, tu fais dans ton froc, Timothée Chalamet, quand il fait la voix,
Tu dis, mais attends, mais il fait quoi là? Il est en train de muer ou quoi? Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis désolée. Ici la voix. Non, mais c'est marrant, c'est Je marrant. suis un peu méchante, Je comprends. mais c'est vrai que. Mais voilà, mais par contre, j'ai trouvé que. Sur la fin, Il s'installe. Il s'installe. Voilà. Et alors, donc, je pense qu'à mon avis, s'il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment évoluer, c'est lui. On parlera pas de l'absence de Chani, parce que bon, voilà. Si, alors justement, j'allais y venir sur Zendaya. Moi, après, qui joue Zendaya, je suis pas, bon, enfin, j'ai pas plus que ça, quoi. Mais bon, voilà, mais le personnage, on la j'ai voit pas un petit très... peu, et encore une fois, ça me paraît logique, parce que dans la première moitié du bouquin, on la voit juste dans les visions. Et d'ailleurs, justement, je vais faire une petite dédicace, les visions de Paul, justement, où pareil, j'avais été très déçu, parce que c'est finalement juste des ralentis sur Chani, qui pour le coup faisait comme sa pub de parfum, Zendaya. Mais C'est ça. C'est ce que j'ai lu. Tu l'as ça? Non, c'est ce que j'ai lu sur un truc et j'avais trouvé ça rigolo. Et puis ce numéro 5 le nouveau parfum. Non, mais j'avais trouvé ça rigolo, mais je sais pas, vas-y, finis et je vais le retrouver. Non, enfin voilà, mais c'est juste que ouais, j'avais été très déçu dans les visions, où pareil, j'espérais que Villeneuve fasse un truc bien plus psychédélique, etc. Et effectivement, voilà, les visions, c'est juste des grands plans. Alors, c'est très beau, hein, c'est juste des petits ralentis sur Chani en mode waouh, regarde, elle est là, et puis finalement, t'es en mode ok, bah très bien. Et ça fait un peu diaporama et voyage photo plutôt que vraiment vision. C'est vrai que pour là, pareil, j'avais été un peu déçu de ça. Parce qu'il dit, tu vois, par exemple ici, il dit si Timothée Chalamet Timothée Chalamet est physiquement très bien, bon, pour incarner le personnage, je trouve qu'il manque un petit quelque chose, au point presque de me faire regretter Kyle MacLachlan, qui avait, je trouve, plus de prestance. Et c'est vrai. Non, on peut pas l'enlever ça. Mais j'ai j'ai vu un truc sur les histoires de. Il disait que. Attends, je vais retrouver. Non, vas-y, continue, puis je vais le retrouver. Non, mais après, il y aura un dernier truc, un dernier petit sujet pour finir. Mais non, mais voilà, bon, voilà, moi globalement j'ai à peu près dit ce que je voulais, quoi. C'est un bon film, mais effectivement une adaptation bancale et un Villeneuve décevant parce que je sais. Il y en a même un qui parle aussi des vers. Pareil, c'est vrai que les vers sont un peu décevants aussi, je suis d'accord. Et franchement, ils ont des dents, enfin on a l'impression que c'est des cactus à l'intérieur, qu'ils ont de la bouche. Enfin, encore une fois, ils font trop propre. Et je suis d'accord, enfin, il y a une espèce de lissage qui a été fait là-dessus aussi, je suis d'accord. C'est vrai que du coup, ils sont pas vraiment effrayants, quoi. Ils sont beaux, mais ils sont pas vraiment effrayants. Ouais, parce que je j'étais pas au bout de ma vie en ayant vu le verre, hein, ça, franchement. Mais bon, en vrai, c'est. Bon, je retrouve plus. De toute façon, c'est comme chaque fois que j'essaye de trouver un truc, et puis j'arrive aussi, quand même, petite mention pour Stilgar. Ah oui. Où je t'ai dit qu'effectivement, on aurait dit presque le même que celui qui était dans la mini-série. Bon, du coup, je voulais terminer en parlant de la musique. Vite fait, ce que tu en as pensé, celle de Hans Zimmer, le fameux. De Villeneuve ? Oui, le film de Villeneuve, oui. Oui, franchement. Ça vaut pas celle de Toto, on est d'accord. Mais je trouve qu'il s'en sort pas mal. Ouais, non, elle est bien, la musique est bien. Pour le coup, j'étais aussi un peu déçu pour le coup de la musique de Hans Zimmer. Parce que pour le coup, j'avais adoré sa bande originale de Ménard 2049. Oui, mais après, on peut pas être bon tout le temps non plus. Non, mais c'est parce que je trouve qu'il avait parfaiement réussi à mettre son univers tout en reprenant un petit peu les musicalités d'Angelis. Là où je trouve que du coup, c'est un peu de. J'ai l'impression qu'il fait un peu qui s'autocite, qui fait un peu de l'auto-parodie, où il fait que c'est un peu habituel. Et effectivement, je trouve que la musique de Toto était plus intéressante. Mais au-delà de ça, surtout je trouve qu'il y avait beaucoup de musique, beaucoup trop. Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Je trouve que parfois ça faisait trop, alors que sans la musique, je pense que la scène aurait pu être parfois plus impactante, etc. Et c'est dommage, quoi. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On a bien parlé déjà, je trouve. Oui, et tu sais quoi, moi j'ai juste envie de dire une chose, c'est on se donne rendez-vous l'année prochaine ou l'année d'après quand il y aura le 2, donc pour qu'on en reparle. Ouais. Et bon, je pense que ça peut être intéressant de revenir un peu sur ça et de savoir si... S'il va réussir à transformer l'essai ou pas du tout. Voilà, c'est ça. Et donc moi ce que je voudrais juste terminer sur ce que j'avais promis la dernière fois, quand on avait parlé du David Lynch. Ouais. David Lynch. Et que j'avais dit que donc, parce que... Je voulais lire un passage. Je voulais lire un passage de Dune qui en fait est ce qu'on appelle, et là aussi pareil, donc bien présent dans David Lynch, parce qu'il y a au moins 3 fois qu'il le fait, alors que dans le Villeneuve,
elle n'apparaît pas, en tout cas elle n'a pas été marquante, parce que, et en plus c'est pas lui qui l'a dit, c'est pas Paul Atreides qui la répète. Il me semble qu'il le dit une fois quand même. Je sais plus où. Bref, qui est donc qui est devenue une référence, qui est ce qu'on appelle la litanie de la peur. Et en fait, moi j'ai lu ça, alors c'est pour dire que donc quand je l'ai lu il y a au moins 24 ans. C'est précis. 24 ans et un peu plus, parce qu'en fait c'était la litanie de la peur. Je l'avais recopiée. Ce que je souhaitais, donc qu'elle me soit lue le jour de mon accouchement. Ah, nice. Je vois. D'accord. Je comprends bien. Voilà. Donc, bon, alors je ne lis pas spécialement très très bien, mais au moins je vais essayer de la faire. Donc, la litanie de la peur. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. Ouais. C'est très beau, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, très bien. Du coup, tu ne devrais rien rajouter, c'est bon pour toi à peu près? Non, j'ai pas réussi à retrouver malgré le fait que j'ai cherché. Parce qu'il parlait, donc effectivement, il parlait de montres, il parlait de voitures, enfin bon, il disait qu'il y avait ce côté effectivement un peu, donc c'est... Bling bling, ouais, c'est ça, qui devait être à la fois des trucs très symboliques, parce que bon, il voit... parce que dès qu'il est sur Arrakis, vu qu'il il commence à être saturé d'épices, et que donc la préscience commence à lui venir, donc il voit son avenir, l'avenir de plein de personnes. On ne parlera pas du fait qu'il ne parle même pas de la mort de son père, qu'il savait par avance, parce que ça aussi c'est pareil, on occulte complètement. Et il disait que justement tous ces rêves qui étaient très psychédéliques chez David Lynch, mais volontairement. Oui, bien sûr. Puisque ça, oui. Il est dans les rêves, il est dans la préscience. Encore une fois, c'est les meilleures scènes de chez Lynch. Ce sont des chemins possibles. C'est pas forcément les chemins, mais ce sont des chemins possibles. Et pour le coup, je trouve que ça manque aussi chez Villeneuve. Parce que c'est ça, c'est que ça fait plus rêve de pub que vraiment rêve. C'est ça. Voilà, donc, et pour le coup, c'est très décevant. Quoi. Non, pareil, moi aussi j'étais déçu sur ce côté-là, ça voilà. C'est indéniable. Mais voilà. Je peux me faire donc. Alors, si je voulais résumer. Un petit résumé, vas-y, en 2-3 phrases. Vraiment, mais très, très, très succinct. Si vous avez la possibilité, faites comme le juge, lisez le livre, au moins d'une, voire éventuellement après le Messie, mais au moins d'une. Vous allez voir que vous allez rentrer dans un... Si vous arrivez à passer les 10 premières pages, c'est un peu comme dans une série, hein. Dans les séries, lorsque tu attaques une série t'as toujours un peu peur au début. Au bout, si tu dépasses le 3e ou 4e épisode, c'est que t'es accro, c'est que c'est bon. C'est et donc si tu sais lire au-delà de la 10e ou 15e page, c'est que ça y est, t'es accroché, parce que c'est vrai que faut reconnaître, c'est dense. Ah oui, non, ça il y a plein, et en fait tu t'aperçois que si tu veux vraiment le lire vraiment de façon concentrée, il faut qu'en fait tu aies ton glossaire à côté pour pouvoir comprendre tous les mots nouveaux, parce que c'est tout un univers qu'il a créé avec des comment dirais-je, des comportements, des civilisations, c'est tout les Fremen, enfin, et qui ont une résonance très forte de nos jours, parce que le djihad, on en parle quand même beaucoup. Les Fremen, c'est quelque part, et puis en plus les soldats de Paul Atreides deviennent les Fedakin. Enfin, je veux dire, tout ça c'est présent dans notre vie de tous les jours. Enfin, encore plus, il y a certaines, un peu moins maintenant, mais bon. Et voilà. Donc, d'essayer de faire le cheminement, c'est-à-dire d'essayer de lire le livre, parce que finalement, ton cheminement était bon. Voir Lynch, sans a priori, sans rien. Voir la mini-série, et puis voir ou revoir
parce qu'à ce moment-là, vous avez un peu plus de connaissance de certaines choses. Revoir le film de Villeneuve. Non, mais ça, je suis De d'accord. Villeneuve. Et là, pour le coup, tu auras le grand spectacle et en même temps, tu as tout le background, c'est-à-dire que tu sais un petit peu... Non, mais c'est vrai que tu sais un peu situer qui est qui, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, et je trouve que ça, c'est un bon cheminement. Voilà. Je vais revenir sur un truc que tu as dit, j'ai oublié. Oui. Merde. Une bêtise? Non. Bon, j'ai oublié. Fais chier. Tant pis. C'est pas grave. Mais c'était sur quoi? Non, mais sur ce que tu disais par rapport à Dune, là, c'est le... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est vraiment... Le cheminement? Oui, merde. Mince. Oui, non, si, oui, non, je voulais juste te dire que le film de Lynch vaut le coup d'œil. Je veux dire, ça, Ah oui, c'est sûr, bah oui. ça, c'est sûr. et certain. Oui, même si je suis... Il a des défauts, je suis désolé Non, de le dire, mais même c'est si vrai, moi, quand je suis la première, c'est pas la peine de finir mes phrases, même si Pardon. je suis la première à le reconnaître, il a mal vieilli. même. Oui. Mais malgré tout, il est intéressant. Mais malgré tout, il... Ah non, mais je suis ne d'accord. serait-ce que pour plonger. Quand tu es dans le film de Lynch, tu es dans l'univers de Frank Herbert. Lynch, le film de Lynch, malgré tous ses défauts, si tu vois que le côté vraiment des personnages et le côté ambiance et le côté... T'as l'impression que c'est Frank Herbert qui l'a réalisé. Peut-être, je sais pas. Moi, je l'ai pas senti comme ça, mais... Enfin bon, voilà. Pour moi, Mais c'est... du coup, je vais terminer par lire une note Sens Critique d'un autre utilisateur que je trouve très très... Je trouve que c'est un excellent résumé, je l'ai liké même d'ailleurs, parce que je la trouve vraiment très très bien cette note. Donc, pour parler du film de Villeneuve, un très bon film, mais un peu formaté sur les certains aspects, ce qui l'empêche d'atteindre l'excellence. Le film de Lynch est bien plus bancal, mais également plus authentique. C'est vrai. Je trouve que ça résume parfaitement le... C'est vrai, le truc. parfait. Ouais, Voilà, très bien. donc, on termine là-dessus. Ouais. Merci infiniment de nous avoir suivis pour cette Oui, longue parce que émission encore une c'était fois. long, Mais bon, il Mais- fallait, c'était En spécial. même temps, tu résumes pas 20 ans d'une œuvre comme ça en 5-10 minutes, quoi. Hein. Donc voilà. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci encore une fois. Et allez au cinéma. Faites-vous des idées par vous-même, de toute façon. C'est sûr. Allez voir les films, Complètement. ressortez les vieux DVD. Donc Complètement. voilà. Et puis ça fera aussi l'occasion que vous puissiez vous faire votre idée. Parce qu'en tout cas, je peux vous assurer d'une chose, c'est que, et je ne suis pas la seule à dire ça, parce qu'on est nombreux, très très nombreux, franchement, la saga de Frank Herbert, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Ah oui, non, c'est sûr. Merci encore une fois, Marie, d'avoir été là. Merci à vous. Et pardon pour si des fois j'ai été passionnée, mais Ah non, c'est mais- vrai, je suis passionnée. Ah oui, non, mais ça, Voilà. ça se voit que t'aimes Oui. l'univers et c'est bon. Mais un jour, il faudra qu'on fasse le Seigneur des Anneaux parce que c'est la même chose. Ah On bah verra. oui, mais là aussi, sacré saga, mais bon. Oui, ça fait Mais sacré film aussi, hein. Non, bah oui, là pour le coup, il y a moins de débat pour le coup. Je suis assez d'accord que. Bon, bref, bon. Mais enfin, ça, c'est en une termes autre- d'adaptation, ceci est on a. une autre Non, histoire. mais c'est surtout qu'en termes d'adaptation, effectivement, on a rarement fait mieux. Oui. Peut-être même d'ailleurs Ouais. pas du tout. Même pas du Donc, tout. on est d'accord là-dessus. Voilà, merci encore une fois de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, voyez des films. À la prochaine. Salut! Bye bye.